Bienvenue sur les Seigneurs de la F1. Dans chaque épisode, retrouvez toute l'actualité des sports mécaniques, des sujets sur les jeunes pilotes en Formule 3 et en Formule 2 et un débrief du dernier Grand Prix en Formule 1. On vous partage notre passion, des données, mais aussi des coups de cœur, tout ce qui nous anime à travers les sports mécaniques. On vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Bonsoir, bienvenue pour ce 8e épisode des Seigneurs de la F1 de la saison 2. Ce soir, nous sommes avec Alex et Yo-Yo pour débriefer du Grand Prix de Barcelone, un Grand Prix qui restera à mon avis pas dans l'histoire de la F1. Et après, on verra. On va voir ce que vous en pensez, messieurs. Comment allez-vous à une semaine des 24 heures du Mans, Alex ? Écoutez, ça va très bien. Ça fait plaisir aussi d'être de retour après l'épisode manqué à Post-Monaco. Mais on est prêt, on est chaud, j'ai envie de dire. Et on espère, enfin, c'est pas qu'on espère, c'est qu'on aura la pluie, chose que l'on aurait dû avoir à Barcelone. Et les seigneurs seront sous l'eau, comme dirait notre cher Russell. On sera sous la pluie au Mans cette fois-ci. Donc, hâte d'y être avec vous en plus. Bon, après, on espère qu'il ne pleuvra pas non plus trop. Ouais, la pluie, on aime bien, mais bon, pas trop quand on y dort dehors. Yo-Yo, comment ça va ? Ça va très bien aussi. Après une petite sieste hier après-midi, je pense que c'était fun. Mais sinon, ouais, ravi de retrouver Alex. Alex, ça fait 3 semaines qu'on t'a pas vu ? Ouais, de GP. Un petit moment. Exactement, ouais. I'm back. Ouais. Donc on pourra de reparler des Ferrari. Ah ouais. En pas de fond de la grille comme notre cher. En ce moment, c'est pas facile pour toi, Alex, de regarder les Grands Prix. Ouais. Si en plus ils sont ennuyeux et que t'as Ferrari qui est au fond. Enfin bref, on aura l'occasion d'en reparler. Très bien, monsieur. Alors, ce soir, pour commencer, on va parler de F2 et F3. D'ailleurs, j'ai inversé sur le planning. En F3 et en F2, c'était encore une course qu'on pouvait suivre en même temps que la F1 sur le week-end. Je trouve que ça fait du bien, un petit vent de fraîcheur comme ça, surtout que ça se la donne vraiment sur ces grands prix-là. Est-ce que vous avez regardé ce week-end la F2 et la F3 ? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était intéressant. On a eu de la pluie aussi en F2 pour la sprint. C'était assez impressionnant de voir les voitures et les pilotes en action sous la pluie. Et ensuite de voir aussi à quel point la piste a séché post-averse. Et donc du coup le pari entre les slicks ou les intermédiaires ou les pneus pluie. Mais très intéressant. Et la F3, c'était, j'ai envie de dire, le petit train-train habituel. Mais tout aussi pertinent. Ça fait plaisir aussi d'avoir une piste quand même assez large qui permet en ligne droite de faire soit déjà un beau départ, soit de bons dépassements. Ah, surtout que, comme on le disait dans les précédents épisodes, cette année, ils ont modifié la dernière chicane et on le présentait la semaine dernière avec Johan sur la différence entre l'ancienne chicane et la nouvelle. Bon, du coup, il n'y a même plus de chicane, c'est un virage en flat comme on aime bien. Et c'est vrai que ça a donné de beaux dépassements. Et toi, Yo-Yo, t'as regardé et qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors moi, j'ai regardé la F2, je n'ai pas eu le temps de regarder la F3. C'est vrai que, comme dit Alex, c'est intéressant de voir les voitures. Déjà, la piste séchante, c'est incroyable. Parce qu'on a vu qu'en 3-4 tours, il a arrêté de pleuvoir, et 3-4 tours, la piste était quasiment sèche. Le commentateur disait au départ qu'il pensait que ça allait être impossible de passer en slick. Et on voit 2-3 pilotes s'arrêter et tenter le pari. Ça fait aussi plaisir parce qu'on voit des dépassements en F2 contrairement à la F1. J'ai pas pu voir la F3, mais il y a sûrement eu du spectacle également. C'est vrai que c'est des courses sprint et il y a moins de matière qui est au championnat, contrairement à la F1, qui, je pense, Verstappen sera champion. C'est intéressant parce qu'on sait qu'il y a toujours 2-3 pilotes qui peuvent encore être champions dans chaque domaine. Et ça donne l'intérêt. Et puis, c'est des petits jeunes qui, comme on dit chaque week-end, qu'on perd de rien et qui se battent tout le temps pour la position. Exactement. Et transition toute trouvée parce que dans le top 10, on a vu Giuseppe Marti gagner la feature race, donc la course principale, comme on vous le présente à chaque fois.
Et ce qui était assez intéressant, c'est, bien sûr vous le savez, mais Giuseppe Marti est le protégé de Fernando Alonso. Il est dans la Driver Academy de Fernando Alonso. Et ça a donné une situation où on a vu Fernando arriver à 8h du matin, tout frais sur le Grand Prix de Barcelone, sur le circuit, pour aller supporter ses jeunes pousses. Et c'est vrai que c'est un beau signe de Fernando, qui est quand même champion du monde, d'aller supporter les pilotes de cette Driver Academy. Et du coup, dans le top 10, on a eu Marti, Colapinto, Beganovic, Bortoleto. Et Bortoleto qui, au championnat, reprend de l'avance sur Gabriel Mini, qu'on vous présentait la semaine dernière comme quand même le futur crack. Et en fait, là, on voit que c'est assez stack, parce que Gabriel Mini a fait quand même une petite contre-perf sur Barcelone. Et on se retrouve avec Bortoleto, Marti, Beganovic et Mini. Franchement, c'est des beaux combats, je trouve, en F3 cette année. Et ils se la donnent vraiment sur la plupart des courses, notamment les courses sprint, où là, c'est à fond de balle. Donc, c'est assez intéressant. Bon, du coup, sans transition, on passe à la F2. Et je voudrais avoir votre avis, en fait, sur la F2. Est-ce que vous voyez des pilotes là qui sont en train de ressortir? Je sais qu'on en parle toutes les semaines, mais en fait, il y a un truc assez intéressant qui s'est passé ce week-end. C'est que on a vu quand même des gens confirmés, comme Vesti, Bierman, et en fait des gens qu'on voyait un peu s'enterrer, comme Iwasa et Fittipaldi. Est-ce que vous pensez que qu'il y a une certaine hiérarchie qui est en train de s'installer? Et est-ce que vous pensez que sur des grands prix comme Barcelone ou comme vont l'être Spa, des pilotes qui ont un peu plus d'expérience vont l'emporter versus ceux qui ont plus fait du simulateur et de la F3? Ça dépend. Moi, je trouve que ça a été un week-end assez particulier, aussi bien en F2 qu'en F1. On a eu de la surprise ce week-end. Après, c'était plus côté, j'avais envie de dire, côté sprint, où on a eu quand même aussi, j'ai envie de dire, le top 3 habituel, sauf Iwasa qui était 8e. Donc, en sprint, on avait Vesti, Pourchaire et Martins. Donc, fierté française en sprint. Après, en course, ça a été différent. Mais Martins qui nous offre quand même la P3, donc ça a été le week-end parfait, j'ai envie de dire, ça fait plaisir. Mais après, effectivement, on a quand même des étoiles montantes et on a des drivers qui sont assez confirmés et qui font toujours leurs preuves et qui savent quand même être assez consistants, je trouve, dans l'ensemble. Ça se voit. J'ajouterais aussi le fait que ça se voit aussi qu'on a ce côté communication. Quand je regardais un petit peu la caméra en fait, qui était mise en place par le groupe de la Formule 1 et de la Formule 2, on voyait un petit peu qu'ils mettaient en avant ces petites étoiles montantes. Pareil en F3, on avait beaucoup d'on-board avec Gabriel Emini, justement parce que c'était exceptionnel et parce que on avait pas mal de commentaires dessus. Pareil en F2, on avait un petit peu les classiques, tout ce qui était parti Vessi et Iwasa, parce que c'est un petit peu j'ai envie de dire les favoris de la F2. Ce qui n'empêche pas après derrière qu'il y a quelques petites étoiles montantes qui peuvent se détacher et qui font aussi leurs preuves sur des circuits un peu plus, j'ai envie de dire, traditionnels. Parce qu'on est d'accord, Barcelone, c'est quand même une institution. Ici, même si on a juste eu la longue courbe plutôt que la petite chicane auparavant, c'est quand même un circuit qui est là depuis très longtemps. C'était les essais en F1, etc. On avait l'habitude de voir des informations ici. Et là, en F2, ça fait aussi plaisir de voir des personnes s'adapter facilement à ce circuit. Là où peut-être des personnes un peu confirmées se sont senties pris dans la tourmente, j'ai envie de dire, de par les intempéries, ou alors la difficulté sur le circuit, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y avait une sacrée différence sur ça. Et toi, Yo, qui suis quand même la F2 depuis longtemps? Alors, je pense que Barcelone, on est quand même sur le circuit au global en Formule 1 F2 F3 le plus complet possible. Donc, virage lent, rapide et des belles lignes droites également. Et je pense que forcément, comme dit Alex, l'avantage qu'on a eu ce week-end, c'est qu'il y a eu des intempéries, qu'il a plu. Et que sans ça, malheureusement, on aurait eu des pilotes, les top pilotes. Même si c'est vrai, c'est ceux qui sont quand même ressortis devant. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué sinon pour des pilotes
qui ont fait que du simulateur ou qui débutent, en tout cas en F2 ou en F3, de bien connaître ce circuit et d'en sortir. Alors, on a vu la semaine dernière Monaco, qui était assez particulier parce que forcément Monaco, c'est un circuit où quand tu es devant, tu dépasses. C'est assez compliqué, tu restes à ta place, c'est compliqué de dépasser. Alors que là, on était de retour sur un circuit traditionnel où des dépassements étaient possibles. Et là, on retrouve quand même notre top, nos Victor Martins, Théo Pourchère, qui, lorsqu'ils font pas d'erreur, sont au top du top. Et comme dit Alex, ça se voit que ce sont les futures stars montantes, parce que clairement, la communication est autour d'eux. Quand tu regardes Canal les suit à 100%, tu suis les réseaux sociaux, le F2 ou le F3, sur les mêmes qui sont mis en avant. Clairement, on sait qui va monter. En tout cas, c'est bien de faire leur promotion, mais j'espère que derrière, les places vont suivre en F1, parce que sinon, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, tu fais une transition toute trouvée pour un sujet qui a été évoqué par les commentateurs de Canal+, qui est du coup le nombre conséquent de drivers, enfin de pilotes dans la Driver Academy de Red Bull. Et en fait, il laissait supposer qu'il y avait quand même des chances que par exemple, je crois que c'est Vesti ou Iwasa Westi, Adjar, tous ceux qui sont sous égérie Red Bull se retrouvent en fait à aller potentiellement, comme tu l'évoquais, Yuyo, du côté du Japon en Super Formula. Et c'est vrai que c'était la piste avancée par de nombreux pilotes de pas s'enfermer dans un troisième pilote de F1 ou dans un poste, on va dire, un peu bancal dans une écurie qui l'est tout autant en F1. Est-ce que tu penses que quand on voit le classement aujourd'hui, il y a Vesti, Pourchère, Iwasa, Bierman, Auger. Bon, encore Auger, je pense qu'il n'a pas encore le niveau F1. Mais après, tu vas avoir Maloney, Martins. Est-ce que tu penses que là, par exemple, sur le trio de tête, entre Vesti, Pourchère et Iwasa, on sait qu'il n'y a pas 3 places en F1. Est-ce que tu penses qu'il y en a un qui va y aller à la fin de la saison? Je pense qu'à la fin de la saison, est-ce qu'il y en a un qui ira? Je ne sais pas à la fin de la saison. Mais je pense qu'il ne sera pas directement chez Red Bull. Je pense qu'on passera, comme tu dis, par l'équipe bancale AlphaTauri avant. De toute façon, c'est le chemin classique chez Red Bull. Hein. Si tu veux arriver chez Red Bull, on peut voir qu'auparavant, ils ont fait des erreurs en mettant notre cher Pierre Gasly directement en faisant la promotion de F2 à F1 en passant par Red Bull. Je pense qu'ils ne vont pas faire une erreur 2 fois de suite. Donc honnêtement, je pense qu'il y en aura un qui sera de chez Red Bull, de chez AlphaTauri ou qui du paddock F1, parce qu'on sait que maintenant Red Bull ne prend pas que des drivers de son académie. Il ira chez Red Bull pour remplacer Perez, on ne sait pas encore. Néanmoins, je pense qu'il y aura un des 3 qui ira automatiquement chez AlphaTauri. Ok. Et puis après, le reste, comme tu le dis très bien, c'est soit en Super Formula, soit en DTM, ou en Supercar, ou Supercar, comment on appelle ça, en Australie. Ouais. En V8. C'est vrai que c'est bouché. Exactement, oui. C'est ça, V8 Supercar, ouais. Ok. Intéressant, du coup, à faire à suivre quand même. Mais par exemple, un Bierman, qu'on sait qu'il est côté Driver Academy Ferrari, est-ce qu'on peut penser à ce que Bierman aille chez Haas, par exemple, ou un Alfa Romeo? Pourquoi pas, en fait, à la fin de la saison, d'avoir un scénario Bottas s'en va, Pourchère arrive, et un Bierman pourrait passer de rookie directement chez Haas. Est-ce que, par exemple, Alex, tu vois ce move possible? Alors honnêtement, je suis désolé, pourtant je suis très fan, hein. Mais même la question pour un pilote de F2, c'est est-ce qu'il a vraiment envie d'aller chez Haas? Je pense que c'est aussi quelque chose à prendre en considération, puisqu'on a vu quasiment tous les pilotes qui étaient chez Haas les 7 dernières années. Il n'y en a pas un qui a pu aller plus haut en raison des performances de la voiture, de plein de facteurs. On l'a vu ce week-end, hein, on avait une excellente performance du Hulk en qualif, et après en fait ça a été catastrophique en course. On a eu des gros plans sur les aérostands qui étaient catastrophiques aussi côté As.
J'ai envie de dire que cette équipe, elle tient parce qu'on a un super protagoniste qui est Gunther Steiner avec Netflix et Mattia Binotto. Voilà, et je pense que dans la saison d'après, il va se dire « Ah, Mattia, comment vas-tu ?» Et on va avoir la bromance, la suite de la bromance. Mais sinon, c'est pas une équipe en tant que... Je pense, on vient de la F2, on termine un championnat, peut-être on est content, donc du coup, on ne peut plus rester en F2. Et se dire qu'on va passer en F1, faire une année où on sera au fond du peloton, même si on va essayer de découvrir la monoplace, bah, entre, j'allais dire As et on va dire Williams, faut se le dire, c'est un petit peu la tête de peloton, hein, pardonne-moi, Nico. Mon choix serait plus d'aller vers Williams. Là, pour le coup, je suis 100% d'accord. Et Alfa Romeo, pourquoi pas, parce que il y a 2 ans de cela, c'était plutôt pas mal. Il y a 5 ans, quand Leclerc était chez Alfa Romeo, c'était plutôt bon. On sait que dans 2 ans, il y aura les nouvelles réglementations. Qui sait, peut-être que Alfa Romeo et AlphaTauri même vont revenir un petit peu dans le midfield pour aller tacler même les meilleurs. Pourquoi pas. Mais là, aller sur As, ce serait un choix un petit peu cornélien, j'ai envie de dire. Et j'aime argumenter ce que dit Alex. Et pourquoi ces pilotes-là n'iraient pas soit en Formula I, soit au WEC, où on a des top pilotes, et ils gagneraient des titres et des courses prestigieuses, plutôt que d'aller s'enfermer dans une queue de peloton. Tu sais que, typiquement, tu vas faire 1 ou 2 ans, tu vas te griller parce que tu seras le petit canard chez As ou chez Alpha Tauri. Et que derrière, tu n'auras plus de crédibilité auprès de personne. Ou même en Indy, hein, ou même en IndyCar. Là, après, là, c'était ce week-end. Hein, c'était Mario Andretti qui a essayé de faire en sorte que Verstappen aille en IndyCar une fois qu'il aura atteint son huitième trophée champion du monde, histoire de battre un petit coup Lewis et en même temps se dire bon allez, viens en IndyCar, ça fait plaisir. Mais pourquoi pas hein, de se récupérer des pilotes de F2 en IndyCar ou en WEC. On a l'Alpine qui nous présente sa hypercar là un jour ou 2 jours avant les 24 heures du Mans pour l'année prochaine. Eh ben, pour cher Martins, j'espère que vous êtes au taquet avec Alpine et que vous avez des très bonnes relations parce que c'est le move à jouer. Alors moi, de ce que j'ai entendu dire sur l'Alpine, alors je ne dirais pas chez Alpine, franchement. Ah ouais. Parce qu'il paraît, il risque d'y avoir une surprise au niveau qui est aussi grosse que celle de Peugeot sur la route d'Alpine qui va être révélée. Et donc, si c'est une voiture sans aileron à l'arrière, c'est le move à ne pas faire. Mettez-moi 2 ailerons s'il faut, voire 3, quelque chose comme ça. 6 roues, pourquoi pas, le retour des 6 roues, je ne sais pas, mais mettez-moi un aileron quand même, s'il vous plaît. Sachant qu'en plus, Alpine est au Pikes Peak aussi, la course folle de montagne. Ouais, bah on verra. Petite correction, du coup je disais Vesti dans le clan de la Driver Academy Red Bull. En fait, il est bien chez Mercedes. Donc c'est Driver Academy Mercedes. Donc potentiellement un driver chez Williams qui est l'antichambre. Pourquoi pas? On verra. Pour remplacer peut-être Sargent ou Albon. Pour faire la transition du coup avec la F1. Tu m'as parlé de Mattia Binotto, Alex. Et ben, en fait, il y a eu une information comme quoi, apparemment, Helmut Marko aurait retenu Christian Horner pendant toute une soirée pour le convaincre de rester chez Red Bull et de pas aller chez Ferrari. Et en précisant, et cela nous a coûté des millions de plus. Alors, là, je trouve qu'il y a 2 trucs déjà. C'est-à-dire que Horner, bien joué. Mais fin négociateur. Et deuxième truc, c'est que est-ce que la masse salariale n'est pas dans le budget cap de l'écurie? Parce qu'en fait, ça voudrait dire que c'est pour ça, c'est pour garder Horner qu'ils ont libéré des ingénieurs, des top ingénieurs chez McLaren ou chez Aston. Est-ce que vous pensez que Red Bull fait quand même le bon move en gardant Horner qui est quand même la tête d'affiche de Red Bull? Et d'ailleurs, Binotto chez Red Bull, ça serait bizarre. Hein. Voilà, c'était plutôt. Tu penses qu'ils auraient fait l'inverse? Binotto chez Red Bull. Mais est-ce que toi, en tant que fan de Ferrari, t'aurais voulu avoir Horner en principal? Non, mettez-nous Zidane ou quelque chose comme ça, mais
Ouais, Sébastien Loeb, quelque chose comme ça. Bon, il va y aller, il va lui dire, écoute, mon petit, on fait la voiture la plus rapide. Non, Horner, chez Ferrari, ça l'aurait peut-être, je pense, pas du tout fait. Effectivement, je pense qu'un Horner, il est très bien là où il est, parce qu'il a toujours il a son caractère, et je trouve qu'avec les pilotes qu'il a, ça match très bien, j'ai envie de dire, surtout avec Verstappen. J'ai envie de dire qu'ils ont le même caractère entre les deux. Même si Verstappen, au niveau du caractère, il se rapproche un peu plus de Toto Wolff, j'ai envie de dire, parce que Toto, il a des phases aussi assez énervées. Mais c'est vrai que je trouve que garder Horner, aligner un petit peu, enfin négociateur effectivement, ce Horner, il justifie, il dit, écoute, j'ai été chercher les Mercedes, ok, on est bon. Je pense qu'il a eu un petit coup de chaud quand même ce week-end avec le retour des Mercedes, mais ça, je pense qu'on pourra en parler par la suite. Et oui, exactement, on en parle de côté data. C'est quand même le bon move et je pense qu'il sera là encore pour un petit moment jusqu'à ce qu'il y ait du challenge et que au-dessus on lui dise let's go. Tout en précisant que la formidable Red Bull que vous voyez tous les week-ends gagner grâce avec Verstappen a été designée par un des ingénieurs les plus iconiques de la F1, Adrian Newey. Et quand on voit le design, on le regardait la semaine dernière avec Yo, on regardait les fonds plats, les fameuses barres que vous voyez en bas et le design en dessous des voitures. On voyait que c'était d'une précision chirurgicale. Et ça fait un peu la transition vers la F1 parce que en fait on parlait de Williams et on voit le différentiel donc par rapport aux photos qu'on vous présentait le week-end dernier. On voyait que là c'était juste la Mercedes, donc c'était même pas la Red Bull, mais on voit que le fond plat n'a rien à voir. L'aérodynamique est merdique as fuck chez Williams et on est quand même sur quelque chose de complètement bizarre, voire banal, mal designé. On te le fond plein d'une Dacia, quoi. Aïe. Les mots sont durs, les mots sont lâchés. Coup dur pour Williams. Ouais, enfin, en vrai, en tant que supporter de Williams, ça m'a fait vraiment mal au cœur de voir ça, parce que je m'attendais pas à un fond plat aussi catastrophique. Pour moi, ça, c'est le fond plat, comme dirait d'une Dacia, et pas d'une F1. On voit qu'il y a que l'avant qui est designé et encore, enfin qui est profilé, mais alors là, c'est catastrophique. Mais grave, non, mais déjà rien que la taille de la voiture, du fond plat, tu vois que sur la Mercedes, t'as des courbes de partout. Même la voiture, le fond plat est designé, quoi. Ça fait une forme avec la voiture, que là, le fond plat, on dirait que c'est un bloc que t'as mis. Et allez hop, on fait un petit carré et c'est tout. Et d'ailleurs, après cette révélation de cette photo-là, je peux vous dire que j'ai lu quelques articles que chez Williams, ça a bougé et que ça commence déjà à dire non mais là, comment vous avez pu produire une voiture comme ça, quoi. Tu me fais peur, je veux que tu allais dire depuis cette photo, j'ai vendu ma casquette Williams et tout mon hoodie parce que c'est inadmissible. Supporter jusqu'au bout. Ici, chez Seigneur de la F1, on est supporter jusqu'au bout. J'ai envie de dire, franchement, ils auraient joué le jeu, ils auraient pu mettre une photo de la pile Duracell sous le fond plat pour cacher. Ça aurait été la même chose, j'ai envie de dire. C'est vrai. De toute façon, je connais pas exactement, c'est incroyable. Et je connais pas plus fidèle supporter que Nico. Franchement, pour la saison qui vit actuellement, en foot 3 est descendu, Arsenal n'a pas gagné le championnat, et supporter Williams sur F1, c'est le pompon. Et les derniers du classement des seniors sur. Non, ça, j'ai gagné. La semaine dernière, elle a gagné. Ouais. Et je suis supporter aussi de Boston en NBA qui s'est fait battre en finale de conférence. Voilà. Ma saison est très compliquée. Mais bon. Christian Horner, on nous a annoncé dans l'oreillette que Christian Horner rejoignait Williams. Ah, ça y est. En vrai, il va faire du ménage. Oui, voilà. Pour quelqu'un qui dit les termes, moi j'aimerais bien qu'il arrive dans une équipe comme ça, parce qu'il te ferait le ménage, tu vois. Ah, ça, c'est sûr. Très bien. De toute façon, vu qu'on va faire le débrief du Grand Prix de Barcelone, parce qu'il y en a un apparemment, autant vous dire que du coup les Williams ne sont pas dans le top 10, mais le top 10 de ce week-end, c'est en course principale Verstappen, Hamilton, Russell, Perez, qui a fait une belle remontada, même si tout le monde s'est dit que Perez avait fait une sacrée remontée, mais Russell, il a gagné 9 places. Hein. Faut quand même le préciser. Sainz, Stroll, Alonso, avec le fameux
Est-ce qu'il y a eu une consigne de Aston pour que Alonso ne double pas Stroll? Ocon, Zhou, très bonne performance de Zhou, et Gasly qui complète le top 10, sachant que Tsunoda qui s'est énervé après son ingénieur et qui a fait une petite erreur, plus 5 secondes de pénalité, et il sort du top 10 parce qu'il était, je crois, 8e au moment où il a reçu sa pénalité. Donc, dans ce qui concerne les pronos, parce qu'on en parlait, c'est Yo-Yo qui remporte ce week-end avec Verstappen, Perez, Hamilton. Donc il y en avait 2 dans le top 3, impeccable. Sachant que pour une fois, Alex, t'avais pas mis Leclerc. Donc, ouais, je sentais. Tu vois, c'est mon 6e sens. Je me suis dit non, ça allait pas. Ça allait pas. Avant d'attaquer les datas, petit point sur un classement, les fameux classements de stats. Max Verstappen, du coup, rentre dans le top des tours en tête d'une course. Il a fait 2143 tours en tête d'une course, sachant que le numéro 1, c'est Hamilton avec 5447. Donc, il y a encore un peu de chemin pour Max, mais s'il garde une voiture comme ça, sans doute qu'il ira chercher ce degré de performance. Mais là, il y a un truc qui est assez intéressant, et on en parlait au travers de tous nos épisodes, c'est le nombre de grands prix qu'on a dans chaque saison. Et on se rend compte que aujourd'hui, on arrive quand même à remonter assez vite dans les stats, parce que quand on voit des Prost, Senna, Vettel, Schumacher dans le classement, il y avait quand même moins de grands prix avant, et ça tournait quand même fort. Est-ce que vous pensez que du coup tous ces classements-là devraient être réactualisés avec une date de fin, parce que maintenant on a quand même beaucoup plus de grands prix qu'avant? Sûrement, ouais, c'est sûr. Ouais. On est d'accord avec Yo-Yo, hein. Je pense que là, il y a. Exactement. C'est indéniable, ça, mais c'est pas comparable avec ce qui se passait auparavant. À l'époque. Et j'ai même envie de dire, ça devrait être dans complètement un autre univers, puisque Ayrton Senna, Alain Prost, même Nigel Mansell, avaient des monoplaces assez équivalentes en termes de performance. Hein. Là, on a vraiment des écarts qui se creusent, qui sont considérables. À arriver en milieu de course avec un Verstappen qui fait un arrêt au stand gratuit, sachant que la pit lane de Barcelone, c'est 30 secondes de perdu en moyenne. Hop, allez. Bon, j'ai envie de chausser les médiums. Allez, let's go. Je m'arrête. J'ai le temps. Mais les rétroviseurs, à quoi ils servent? À rien du tout. C'est parti. Alors qu'à l'époque, tu voyais le Alain Prost et le Senna qui se bataillaient côte à côte, mais sur 15 à 20 tours. Je pense que c'est pas du tout comparable. Là, c'était peut-être de la donnée plus intéressante. Et je pense que même si, en termes de data, on arrive à retrouver le nombre de dépassements qu'il devait y avoir entre les deux, justement, le top 2 ou le top 3, on aurait des stats mais complètement délirantes, quoi. Bon, on essaiera de chercher ça pour la prochaine fois. Mais il y a un truc intéressant que tu as dit, là sur la course, si on revient à la course du Grand Prix de Barcelone, là on va rentrer un peu plus dans la data et je vais vous poser les questions par rapport à ça. Là, c'est une courbe qu'on voit du coup en visuel sur le stream et en VOD. C'est la courbe de Verstappen, du coup normal à 0. Et on voit son gap en secondes par rapport aux autres pilotes. Et en fait, on voit que sur le rythme, alors déjà dès le départ, mais il y a Sainz, mais il s'est effondré dès le départ. Le gap n'a fait que monter. Et en fait, il y a un pilote qui est assez performant sur le long run, c'est Hamilton. Et en fait, on voit que Hamilton a gardé quand même un gap avec Verstappen qui est assez constant jusqu'à l'arrêt au stand. Et après, on voit que tout s'effondre. À partir du moment où tout le monde s'arrête, tout le monde s'effondre, sauf... et du coup, le gap grandit avec Verstappen. Surtout qu'il y a des moments où il s'est mis en tête d'avoir le meilleur tour en course, Verstappen. Et autant vous dire qu'il allait le chercher. Est-ce que vous pensez que là, on est sur un pilote qui est en confiance, comme on le disait la semaine dernière avec Yo, en confiance, avec la bonne voiture? En fait, tout est parfait, quoi. Je pense aussi, ouais, je pense que le pilote il est confiant, la meilleure voiture du plateau.
Il voit que ses concurrents sont loin, il voit qu'il y a Leclerc qui part du fond de grille, son coéquipier qui est très loin aussi, et puis Mercedes, alors certes ils sont de retour, mais qui ont pas mal travaillé, parce que vendredi, on doutait, eux-mêmes doutaient encore de leurs évolutions. Donc quand tu as une voiture sur laquelle tu n'es pas serein, alors certes, tu as engrangé l'expérience tour par tour, mais tu sais pas ce que ça va devenir. D'ailleurs, là, on le voit encore que la Mercedes, premier relais, tout se passait bien. Et ensuite, deuxième relais, ça s'est calmé. Puis je pense aussi que tout le monde attendait la pluie, comme nous, comme les téléspectateurs. Donc tout le monde s'est dit, bon, bah, si un coup à jouer, il n'y a pas besoin qu'on prenne de risque, on attend la pluie. Verstappen, il fera sûrement une erreur ou quoi que ce soit s'il pleut. Et la pluie n'est jamais arrivée aussi de ce côté-là, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Et puis, quand on écoutait les commentateurs et les teams, ils essaient également de faire 1 ou 2 arrêts. Donc, un pilote dans sa tête, même si tu dis de faire un arrêt, il va plus être à l'économie. Alors que si tu fais 2 arrêts, il va être à l'attaque. Et vu que la stratégie n'était pas totalement définie, c'est assez compliqué de savoir ce qu'il devait faire également. Donc je pense que aussi, c'est pour ça qu'on voit tout le monde diminuer. Et Verstappen qui est confiant, qui sait que lui, quoi qu'il fasse, il a juste à adapter sa stratégie. Il est devant, il a 30 secondes d'avance. S'il veut, il s'arrête, il boit un petit café, il va aux toilettes, il revient. Voilà. Bottas pourrait le faire, ça. À la grande époque, il aurait pu le faire. Mais du coup, j'ai la question qu'on se posait aujourd'hui en sujet focus, c'est est-ce que pour vous, Mercedes est sur le retour ? C'est un sujet que tu as commencé à évoquer, Alex, tout à l'heure. Est-ce que tu penses que Mercedes, là, est en phase de revenir dans la course ? Parce qu'on le voit au classement général. Du coup, ils ont doublé Aston Martin avec une bonne avance. Est-ce que là, Mercedes is back et peut aller grappiller des places aussi en termes de classement dans les pilotes ? Moi, je dirais oui. Pourquoi ? Déjà, je trouve qu'ils avaient un super rythme en termes de vitesse de pointe. On était globalement aux mêmes pointes que Verstappen. Alors, c'était assez équilibré, je trouve, avec le DRS dans la ligne droite. Ferrari atteignait 332, Mercedes aussi 330. Red Bull était assez similaire, 335 même. C'est vraiment impressionnant quand ils mettent le DRS Red Bull. La linéarité, en fait, c'est incroyable. Et en fait, j'ai envie de dire, on a des circuits qui vont arriver prochainement qui sont un petit peu faits pour Mercedes. On a du Canada, donc c'est un petit peu un mixte de ce que c'est du Red Bull, certes, mais si on se focalise sur Mercedes, on est sur des circuits assez bons. Autriche, ça va peut-être être la particularité, mais comme on a vu que les Mercedes étaient assez rapides à Barcelone, qui est un circuit qui est quand même assez rapide et avec une difficulté en termes de virage. Red Bull est assez similaire. On a Silverstone, qui est très bien pour l'aéro Mercedes. La Hongrie, Spa et j'en passe. Donc on est, je pense, sur une belle lancée pour Mercedes. À voir vraiment s'il n'y a pas un pépin qui se passe entre-temps ou la pluie, encore une fois, qui peut jouer des mauvais tours à certains pilotes. Et qui peut remettre vraiment les pendules à l'heure. C'est ce qu'on se dit entre seniors, c'est vraiment la pluie qui, j'ai envie de dire, elle remet les cartes sur la table et là, vraiment, on se débrouille et c'est parti. Il n'y a plus de stratégie, ça n'existe plus. La gestion de pneus, c'est vraiment le pilotage et la gestion. Je pense qu'on est sur une amélioration qui s'est vue ce week-end. On est habitué à avoir des Mercedes en dehors du top 3. Là, elles nous reviennent avec un podium, et les 2 Mercedes sur le podium, parce qu'on a eu un Leclerc qui était très loin, et Pérez a fait une remontée, mais je croyais vraiment, on est dans les derniers tours, qu'il allait rattraper Russell, mais Russell a amélioré son rythme, et c'était fantastique. Et effectivement, comme tu le montrais avant, avec un graphique assez intéressant, Hamilton, il a toujours eu ce rythme, j'ai envie de dire, mais quand on sait l'écart qu'il y a de performance entre la Red Bull et la Mercedes, je trouve que c'est vraiment pas déconnant ce qui s'est passé. Et ça peut montrer un petit peu de belles évolutions d'ici cette fin d'année et l'année prochaine. Ouais. Ok, je pense qu'on est assez d'accord avec cette analyse. Ouais, c'est vrai que là, en plus on en parlait avec Yo-Yo quand même au travers des différents épisodes. On savait que le pack d'amélioration arrivait à Barcelone. Il était présent normalement à Imola. Et ça permettait de anticiper Barcelone. Mais comme il n'y a pas eu Imola, du coup, il a fallu décaler un peu la stratégie. Toi, Yo-Yo, est-ce que tu es d'accord avec Alex sur tout ça? Mais surtout, est-ce que
D'ailleurs, tu penses que la bonne entente entre Russell et Hamilton, si elle est gardée, va faire que l'équipe va s'améliorer et va progresser au fil de la saison? Alors, je pense que. Alors, moi, je vois plus sur le long terme, c'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de façonner, c'est un Hamilton. Russell, c'est le futur Hamilton ou le Verstappen de Mercedes sur les prochaines années. Je pense que la cohésion est retrouvée. Hamilton, lui, va pas chercher à se battre avec lui, justement, il va chercher à le protéger. Là, on a vu ce week-end, certes, ils sont mal entendus, il y a eu une incompréhension. Les deux pilotes se sont dédouanés. Ils ont pas cherché à remettre la faute l'un sur l'autre. Dans l'écurie, tout le monde était serein. Schumacher aussi, qui a participé à l'élaboration de la voiture, à l'amélioration pendant le vendredi soir, en faisant je crois, pendant plus de 5 ou 6 heures, ou plus que petit matin en tout cas, du simulateur pour fournir les informations aux ingénieurs. Donc on voit qu'on a une écurie Mercedes qui roule. On a peut-être le futur de la F1, justement, avec Mick Schumacher qui pourrait être le remplaçant d'Hamilton. Et Russell, en tout cas, qui est façonné, qui connaît la voiture parfaitement. Et la voiture, elle est également faite pour lui. Ok. Bah, en tout cas, en tant que fan de George Russell, je l'espère de tout cœur qu'il devienne le futur grand. En plus, quand même, quand on l'entend à la radio, c'est quand même team first et j'aime bien ce genre de comportement en F1. Je pense que vous aussi d'ailleurs. Petit point sur le classement général avant notre sujet focus. Donc, Verstappen 170 points, Perez 117, Alonso 99, Hamilton Russell, Sainz Leclerc, Stroll, Ocon Gasly. Là, on voit que c'est quand même assez stack sur la fin. Là où on pouvait espérer qu'Alonso revienne sur Perez, bah en fait là c'est Perez qui a creusé un peu d'écart. Et là, Alonso voit Hamilton revenir. Donc la deuxième place, elle est pas gagnée. Bon, la première, on pense que ça va rouler pour Verstappen. Mais le Hamilton, Alonso, Perez jusqu'à la fin de la saison, ça s'annonce mais assez fou comme combat. Pour notre sujet focus d'aujourd'hui, on voulait vous parler de quelque chose de spécial qui se passe. On a l'impression depuis quelques Grands Prix. Si on met un peu de côté le Grand Prix de Monaco qui était quand même assez particulier, c'est un peu pourquoi les Grands Prix sont si clean et surtout comment trouver de l'intérêt dans ces Grands Prix où on a l'impression un peu de s'ennuyer. Et en fait, je voulais avoir votre avis sur déjà pourquoi les Grands Prix sont si clean. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a moins de, on le note, il y a moins de drapeaux jaunes, il y a moins de crash, il y a moins d'erreurs dans les stands. Est-ce que là, vous pensez qu'on a atteint le sommet de l'efficacité en F1 et de la fiabilité? Parce qu'on voit qu'il y a aussi moins de voitures qui sont en panne mécanique. Est-ce que vous pensez qu'on a atteint ce niveau-là en F1 aujourd'hui? Alors moi, je pense que la FIA a un peu tué la F1. Clairement. Dès qu'il y a des pilotes qui se bataillent, dès qu'il y a un truc qui se passe, petit incident, pénalité. La mécanique, il y a des restrictions budgétaires. Tu as aussi un nombre de moteurs et de pièces à avoir. Chose où normalement la F1 c'est la course à armement. Celui qui a la meilleure voiture. À l'époque, tu avais même 2 voitures par écurie, par pilote. Donc s'ils détruisaient une voiture, c'est que le week-end, ils avaient comme une seconde voiture. Tu as également tout ce qui est consigne d'équipe, où maintenant, des fois, ça chipote parce que tu laisses passer un tel ou un tel. On est plus dans du show à l'américaine, ou spectacle à l'extérieur du Grand Prix. On va nous vendre un Grand Prix avec de la communication, des vidéos, des circuits urbains pour attirer du monde. On perd également les circuits traditionnels où tu as des dépassements. Aujourd'hui, je suis désolé, mais Jeddah, Las Vegas, Miami, je suis désolé, mais c'est pas tirant. Il n'y a pas de dépassement, il n'y a rien. Stratégiquement, comme on peut le voir, on fait des arrêts en 2-3 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? À l'époque, il y avait l'essence qui donnait un sens à la stratégie. Aujourd'hui, les pneus. Alors, on va dire, on va faire 1 ou 2 arrêts. La seule chose qu'on va miser, c'est sur le fait qu'un pneu se arrête plus que l'autre parce que ça a mal été fait par Pirelli ou parce qu'un pneu explose. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc pour moi c'est clairement la FIA. Comment se passionner? Pour moi c'est les évolutions technologiques, voir la voiture évoluer, les voitures évoluer, les vitesses auxquelles ça va, parce qu'on n'est plus sur les voitures qui vont aussi vite qu'avant. Ouais. Donc pour moi c'est clairement ça qui permet qui donne la passion et puis la stratégie
au niveau dépassement de soi du pilote. Ok, intéressant. Est-ce que, Alex, tu partages cette analyse? Ouais, je rejoins Yo-Yo sur cette analyse-là. Pour répondre à ta deuxième partie de la question, je trouve aussi qu'on a aussi des pilotes, j'ai envie de dire un meilleur choix de pilote. C'est beaucoup plus propre. Hein. On s'était dit comparé à l'année dernière, et même l'année dernière, on s'était dit on a moins d'accidents, on a moins de choses. Alors, je dis pas que Grosjean c'était le tu bordel. Parles de Latifi là aussi. Hein. Que Latifi, que Mazepin, que beaucoup de pilotes comme ça faisaient un petit peu l'enfer. Mais je trouve que ça a joué et on voit aujourd'hui qu'il y a moins, on a quasiment plus de crash au démarrage. Il y a eu Zhou l'année dernière, mais c'était quand même assez. C'était pas vraiment un crash, c'était juste qu'il s'est entremêlé, il s'est fait prendre en sandwich, donc c'était pas volontaire, j'ai envie de dire, il n'y avait pas de dive bomb comme il y avait pu avoir. Donc du coup, c'est déjà, pour moi, je trouve, bonne chose, faut se le dire. Après, je rejoins Gueux sur tous les points, et aussi sur le fait qu'on a une voiture qui est bourrée de technologie, bourrée d'assistance, etc. Ok, donc les pilotes se bataillent moins avec la voiture, même si effectivement ils ont beaucoup plus de puissance. Le turbo, c'est quelque chose aussi à maîtriser, donc c'est pas facile. Je peux comprendre amplement cette partie-là, sauf que à l'époque, et les seniors, on est très fans de cette époque-là, où en fait les pneus, tout le monde avait du pneu dur et on n'en parle pas, c'était la mécanique, la puissance et surtout le pilotage. Et donc chacun avait sa technique. Un Alonso, il braquait à 90 degrés quand il arrivait en virage, chose que personne ne faisait, et il était une demi-seconde plus rapide autour juste en faisant cette technique-là, c'était complètement fou. Ayrton Senna, il avait son fameux coup d'accélérateur dans le virage, donc des tout petits coups par-ci par-là pour regagner en motricité et en vitesse, et c'était complètement aberrant. Et en fait, aujourd'hui, on a des véhicules qui, en fait, comme disait Yo-Yo, même si on a des budgets de cap, c'est la course un petit peu à l'armement où tu as une voiture, tu as toute une équipe qui est derrière toi, plus ton équipe elle est grosse et plus tu as d'infra, etc. Donc, plus ta voiture va avoir un avantage considérable par rapport à tout le peloton. Et en fait, c'est tout bonnement ça, et c'est ce qui fait qu'on s'embête un petit peu, j'ai envie de dire. On l'a jamais trop dit à côté senior, mais la FIA tente j'ai envie de dire, de régulariser, de rendre la F1 plus compétitive. C'était la promesse de cette année et de l'année dernière. Quand je vois un Verstappen qui lâche son meilleur temps en qualification et qui lâche une seconde d'avance sur le numéro 2, je me dis, non, mais là, il y a un petit souci quand même. Côté DRS, on voit des 350 km/h de Red Bull, ce qui est génial, et on voit le reste du peloton qui a 340. Bon, là, il y a un petit souci quand même, les gars. c'est plus ce que c'était. Donc, ça crée plus de problèmes qu'autre chose, et surtout, en fait, on se retrouve avec des circuits d'époque, on prend l'exemple de Barcelone, qui ont la place de dépasser. En F3, c'est génial. En F2, c'est génial. En F1, il y a trop de décalage, il y a trop de différence de puissance, ou alors il y a trop d'importance d'aéro, etc. Et on voit que le fond plat qu'on a vu tout à l'heure, c'est complètement différent. Donc on se retrouve avec des circuits qui sont larges, mais personne n'en profite parce qu'il n'y a plus de bataille, quoi. Donc du coup, on s'embête. Et c'est un petit peu le problème, l'état actuel aujourd'hui, quoi. Ouais, non, mais vous avez complètement raison. Après, si je veux me faire l'avocat du diable sur ce sujet-là, je dirais, est-ce que, en fait, c'est aussi une course à la fiabilité qu'on entraîne depuis quelques années, parce que depuis quelques années, en fait, les voitures coûtaient plus cher, parce qu'il y avait beaucoup plus d'incidents. On a vu quand même des budgets. Alors, je crois que c'était quand il y avait Latifi qui avait en total des trucs qu'il avait causé en perte chez Williams, c'était faramineux. Plus si on compte les accidents qu'il a provoqués chez les autres équipes. Donc en fait, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans... Parce que là, ça fait longtemps par exemple qu'on n'a pas vu un moteur à l'agonie. Je crois que ça fait quasiment une saison complète depuis, je crois, le Mexique. Hein. Le moteur qui explosait, le premier moteur qui explosait, c'était le début de la saison, c'est Renault, non Alpine. Ah ouais, peut-être. Ah oui, exact. Le Azerbaïdjan, effectivement. Et Ferrari également qui a déjà utilisé ces deux moteurs pour le faire. Ça, faut pas le citer, ça. On est sur écoute. Non, en vrai, ouais, mais si. Alors avant, je vais me faire prêcher un peu pour ma paroisse, mais avant, on en voyait quand même beaucoup plus. Et on voyait aussi beaucoup plus de défaillances, on va dire, mécaniques dans les autres pièces. Les amortisseurs, les espèces de quadrillage qui permettaient
de maintenir la monoplace. Aujourd'hui, avec le carbone, il suffit qu'il y ait un choc, ça part, mais c'est pas catastrophique. Et on va dire les seuls points où peut y avoir en fait des cassures, c'est notamment tout ce qui sert à braquer les roues. Si on monte trop fort sur un vibreur, c'est pour ça qu'elles sont ultra fiables et que du coup on est sur des voitures qui sont quand même d'une technologie sans égale. Est-ce qu'on n'est pas Je rajouterais aussi, tu as une arme aussi qui est très bien, c'est utiliser ton aileron plein de carbone sur le pneu arrière pour faire une petite crevaison et te dire, bon allez, c'est qu'un aileron à changer et l'autre il est dans le mur. C'est parti, quoi. T'as vu, Norris, il a percuté Hamilton et ça n'a pas crevé. Hein. C'était un coup de chance. C'était un coup de chance. Et puis, pour aller aussi un petit peu plus loin, j'ai envie de dire, l'année dernière, on se souvient très bien, c'était la première année, globalement, avec les nouvelles monoplaces. On a eu, en un Grand Prix, 3 changements de pneus différents. On a eu de la casse moteur. On a eu pas mal de choses. Donc, on avait de quoi parler aussi sur un Grand Prix. C'était une nouvelle année. Il y avait encore du test. Là, on est sur, j'ai envie de dire, c'est rodé, c'est bon. On en est à la 2e saison. Et donc, effectivement, il n'y a eu que une pénalité, ce qu'on disait entre seniors. Il n'y a eu que Tsunoda qui s'est fait pénaliser à la fin. Sinon, c'était très clean. Trop clean. Ok. Du coup, je pense que c'est un sujet qu'on abordera au fur et à mesure de la saison pour voir si c'est tout aussi clean. On voit que les départs sont clean, les dépassements sont clean. Donc, pourquoi pas une petite mise à jour de la FIA d'ici la fin de saison. On suivra tout ça. Et juste pour la deuxième parenthèse sur ce sujet-là, comment vous trouvez de l'intérêt dans ces Grands Prix? Est-ce que en ce moment, c'est vraiment, il n'y a aucun intérêt et c'est les Grands Prix sieste? Ou est-ce que vous arrivez à trouver de l'intérêt? Par exemple, de mon côté, je sais que en regardant les datas, en regardant tout ce qu'il y a dans le tableau de bord, comme je vous l'avais montré dans les précédents épisodes, tout un tableau de bord sur qu'est-ce qui se passe dans les micro-secteurs, les dépassements, là où les zones de freinage. Il y a aussi la météo maintenant. Je me branche sur un truc de météorologie pour regarder l'avancement des nuages. Enfin, tout ce truc un peu de kiff de data. Donc là, je trouve mon intérêt même dans des grands prix ennuyeux. Comment vous trompez l'ennui sur des grands prix comme ça, ou est-ce que vous vous laissez attraper par le fauteuil pour faire votre meilleure sieste? Quel crack ce Nico, mais quel crack. J'ai envie de dire qu'à l'époque, tu pouvais pas faire la sieste parce qu'avec le bruit du V10, tu pouvais pas en fait. Quand t'avais un autre qui passait flat aussi, c'était fini, tu pouvais pas. Et mais en fait, j'ai l'impression que là, tu vois, tout ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça se passe post-Grand Prix ou pré-Grand Prix. Ça se passe pas pendant. Sauf ta météo où en fait, tu regardes un petit peu tôt. Mais sinon, tes data, t'es obligé de l'avoir post-Grand Prix. Ah non, je regarde pendant. Pas les informations. Ah, ok, d'accord. Ah bah oui. Si tu regardes pendant, ça part d'autre chose. Mais t'es sur live, le live F1 dans le live timing, et du coup tu regardes les micro-secteurs, les trucs comme ça, quoi. Et t'essayes. Oui. Moi, mon jeu, c'est de prédire les pit stops et après de prédire les écarts. Ça, c'est mon jeu. Non, mais je sais pas. C'est bien du coup de pouvoir s'entretenir là-dessus. Donc du coup, toi, tu fais la sieste, c'est ça? Moi, c'est cyclique, j'ai envie de dire. Je pense que Yo-Yo, j'ai hâte d'entendre sa réponse. Moi, je regarde le début, 5 premiers tours, je fais autre chose, je fais ma life, et globalement, 45 minutes à 1 heure après, je reviens parce que je me dis on est mi-course vers fin de course, et en général, il se passe quelque chose. À 80% de la course, il y a quelque chose. Monaco, c'était le cas. Là, Barcelone, on a eu une petite déception. Mais voilà, globalement, c'est ça. Et histoire de regarder la fin, voir un petit peu ce qui se passe. Une voiture de sécurité, sur un malentendu, bon, on va voir. Sauf si, effectivement, il y a de la pluie. Et là, ça vaut le coup quand même d'être regardé parce que c'est quand même assez impressionnant, quoi. Mais bon, on l'a vu ce week-end. Les pilotes sortent, il pleut un petit peu. Un Bottas qui va dans les graviers, qui est un petit peu loin, tout de suite, drapeau rouge, alors qu'il est reparti. Je me suis dit, j'ai fait, bon, ok, d'accord, super, on arrête une course juste comme ça. Donc ça m'agace un petit peu. Moi, je fais ça personnellement, c'est mon train-train quotidien quand on est sur un circuit où il se passe rien dès les 2 premiers tours ou 3 premiers tours. Et sinon, après, effectivement, c'est de se dire, moi, j'aime bien faire ce jeu, c'est avant le Grand Prix, d'essayer de me souvenir personnellement dans ce circuit, qu'est-ce qui s'était passé auparavant. Là, on avait eu
c'est ce dont on parlait au tout début. À l'époque, Mercedes, le choc suite à la fin du premier virage entre Rosberg et Hamilton, c'était un crash des deux Mercedes. Les voir là sur le podium, ça fait plaisir. Mais d'avoir retrouvé le crash pendant les qualifs, globalement entre les Mercedes, ça fait toujours sourire. Et c'est et je me suis dit, est-ce qu'il y aura quelque chose d'autre qui va se passer pendant ce Grand Prix? C'est mon petit kiff pour m'occuper. Et effectivement, de voir surtout, moi j'aime bien ça, c'est de voir la stratégie des pneus. On a vu un Max Verstappen qui était avec Perez, les seuls à partir en médium. Tout le monde était parti en hard, sauf un Leclerc qui était en soft. Ok, fine. Et en fait, on voit que ça a payé. C'est vraiment là, les ingénieurs de Red Bull, ils sont géniaux. Et au passage, c'est post-Grand Prix aussi, de réécouter un petit peu les teams radio, sauf si, comme dans mon cas, comme je suis un grand fan invétéré de Leclerc, je me mets en caméra embarquée pour pouvoir entendre la radio. Et je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais Leclerc était en soft. Il avait demandé à s'arrêter pour remettre des softs et ils lui ont mis des hard. Et d'accord. Après, ils ont remis les mêmes hard que début, hein, en plus. Hein. Donc les hard ont fait 44 tours. Ça a été lamentable. Et je croyais qu'en fait, j'avais mal entendu. Et effectivement, ils ont vraiment mis des hard comme là où il fallait des softs. Et écoute, ça m'a refait mon Grand Prix. Et j'ai fait, écoute, c'est à ce moment-là que je vais arrêter. Au moins, si tu trouves de l'intérêt dans ça. Et toi, Yo-Yo, comment tu arrives à trouver de l'intérêt dans ces GP? Alors moi, je regarde toute la course. Alors c'est vrai que des fois, je me dis comme Alex, je vais faire comme Alex. Si tu regardes le début et tu reviens après. De toute façon, tu sais que quand tu as vu le début d'une course, généralement, tu as tout vu. Et puis après, il y a un petit rebondissement de safety car ou la pluie qui arrive. La safety car, ça fait longtemps que je l'attends et que je la vois plus en ce moment. Mais c'est vrai que moi, je regarde plus les batailles. Donc dans le peloton. C'est ce qui m'intéresse, moi, niveau... s'il m'intéresse encore. C'est pas le premier, parce que clairement, tu sais que quand tu pars premier en F1, t'as un boulevard devant toi, l'air est propre, t'as la voiture qui va avec. Et puis la stratégie, parce que tu sais que généralement ça joue au niveau de zéro stand, à l'undercut ou à l'overcut. Tu sais très bien que quand là, l'erreur, ça a été fait par Ferrari, mais généralement, quand tu t'arrêtais avant l'autre, t'as cette petite bataille au chrono qui joue pendant 2-3 tours durant la zéro stand. Ouais, complètement. Ouais, c'est comme ça que j'ai de l'intérêt, parce que sinon, c'est vrai que c'est compliqué. Si tu regardes le devant, où tu t'attends à des batailles comme à l'époque Prost, Senna, Schumacher, Alonso, Schumacher, Hakkinen, on n'en aurait plus. Et d'ailleurs, tu vois, ce qui donne l'intérêt également, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, la fiabilité. Mais à l'époque, tu savais jamais si ta voiture allait tenir jusqu'au bout, s'il faisait trop chaud. Tu vois, une Ferrari, une McLaren, ta voiture pouvait tomber en rade au dernier tour. Et tu voyais la voiture se mettre sur le côté, donc ça donnait aussi l'intérêt à la course. Alors qu'aujourd'hui, les voitures sont tellement fiables, il y a même plus ce facteur chance où tu dis la voiture, le moteur va lâcher. C'est incroyable. Non, mais t'as raison. Du coup, si on résume un peu nos trois profils, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez le pilote avec Alex. Toi, t'es en position Verstappen, c'est-à-dire que tu donnes tout sur les premiers tours, tu te reposes pendant les 3/4 de la course et tu te réveilles à la fin, quoi. Tout à fait. Après, on a le best lap. Surtout quand Leclerc part quasiment dernier. Donc alors là. Voilà, là c'est la sieste là. Yo-Yo, team principal qui suit les batailles et les stratégies, et moi plutôt dans la peau de l'ingénieur avec les datas. Donc on se complète très bien, messieurs. Merci. Je pense qu'on reviendra un peu sur ce sujet quand on va avoir aussi un peu des grands prix passionnants, sur savoir qu'est-ce qu'on a regardé pour comparer un peu ce qui nous a animé à travers la course. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous recommander, si jamais vous ennuyez, il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui. Dans MyCanal, par exemple, on peut switcher entre les caméras, les on-board des différentes monoplaces. Des fois, ça peut nous permettre de trouver de l'intérêt. Il y a ça aussi sur F1 TV. Mais en fait, il y a des dispositifs aujourd'hui qui peuvent nous permettre de regarder soit les données, soit des pilotes qu'on aime bien, suivre des batailles. Quand, par exemple, Johan vous propose de regarder les batailles au milieu du peloton, vous pouvez aussi switcher de caméra et aller sur des pilotes qui sont entre des batailles, quoi. Pas obligé de suivre ou de subir la diffusion internationale, qui était pas excellente, je trouve, à Barcelone, parce qu'on a on a tout raté. On a tout raté. Toutes les batailles, dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a un dépassement, vous dire le type était anti-dépassement. Son chouche, c'était Verstappen et Alonso, et les dépassements, ils connaissaient pas.
Ah, c'est clair, c'est exactement ça. Et en plus, pour vous dire, vu que moi j'étais sur la data, je voyais en fait les écarts et des fois les switches de position se mettre sur le dashboard et je fais, bah il est où? Elle est où la caméra? Et ça, on le voyait pas. Et on le voyait en replay après. Très bien messieurs. Du coup pour terminer cet épisode, on va prendre l'avion direction le Canada avec le Grand Prix du Canada. Format un peu différent des Grands Prix qu'on a eu précédemment parce qu'il n'y a pas de F2 et il n'y a pas de F3. Donc on est sur un Grand Prix, en Europe. Grand Prix full Formule 1 pour couvrir du coup les... alors, hop, je vais dans les stats, les 70 tours du circuit Gilles Villeneuve. Qu'est-ce que vous attendez, vous, du Grand Prix du Canada? Est-ce que vous attendez un peu de hype? Est-ce que on sait que c'est un circuit particulier où la météo peut très très vite changer? Est-ce que vous attendez quelque chose de ce Grand Prix? C'est 70 tours hein, quand même, hein. C'est très long. C'est très long. S'il pleut, ça peut être pas mal. Franchement, ça peut être bien. Après, moi, j'ai hâte de voir la partie vraiment midfield parce que la top field, bon, ça va être plié en 4, voire en 5. Mais hâte de voir un petit peu si on a des dépassements qui se font dans des endroits où on s'y attend pas. S'il y a des moves qui se font et surtout les sanctions de la FIA. On n'en a pas parlé aujourd'hui, on n'a pas trop détaillé, mais quand Yuki a subi une pénalité, alors encore une fois, il y a 2 écoles. Moi, je voyais beaucoup de personnes qui étaient pro Yuki. Moi, je trouve qu'effectivement, il n'a pas laissé de marge de manœuvre et que c'était complètement justifié. Encore une fois, c'est mon opinion. Mais sur ce Grand Prix, c'est typiquement le cas où on a, au début de la ligne droite, on a directement un enchaînement de virages où là, on voit des personnes faire des dive bombs du turfu. Et c'est là où ça se bat en cacahuète. Et aussi le fameux undercut ici qui marche très bien au Canada. Donc hâte de voir s'il y a de la stratégie et hâte de voir si Ferrari ne chie pas dans la colle. Excusez-moi de le dire, mais c'est juste un pro Ferrari en termes de stratégie. Ça, c'était l'équivalent d'un ancien podcast où on a fait de la stratégie. Est-ce que le pilote a raison sur l'ingénieur? Je laisserai Ferrari en décider ainsi pour dans 2 semaines. Et surtout que tu parles de l'undercut. Du coup, pour rappeler, c'est quand vous arrivez à gagner du temps en vous arrêtant premier au stand comparé à celui qui est derrière vous ou devant vous pour vous permettre en fait de gagner ce laps de temps comparé à lui. Et en fait, ici, du coup, si vous êtes en VOD ou sur le live, vous voyez en fait que au virage 13, 14, vous rentrez directement en ligne droite dans les stands. Et après, quand vous ressortez, vous subissez pas le premier virage. Vous rentrez directement dans le deuxième virage, ce qui vous permet de gagner encore plus de temps. Donc, il y a une époque fameuse dans la F1 où en fait la ligne de départ et d'arrivée était directement aussi dans le prolongement de la ligne de stand et il n'y avait pas de limitation dans les stands. Ce qui fait qu'on pouvait arriver pleine balle dans les stands et gagner le Grand Prix comme ça. Donc, c'est toujours un circuit assez particulier, ce circuit-là. Toi, Yo-Yo, est-ce que tu partages ça? Est-ce que tu penses qu'il ne va pas y avoir de débat devant? Et que derrière, midfield plus bottom field, est-ce que ça va se batailler? Alors déjà, pour moi, le Grand Prix de Canada, c'est mon Grand Prix favori. C'est le circuit que je préfère le plus en Formule 1, c'est le circuit Gilles Villeneuve. Okay. Circuit traditionnel, assez complet, et un circuit où il se passe toujours quelque chose. Donc on a pu voir dans le virage... alors je ne sais plus le numéro de virage, en tout cas Hamilton-Vettel 2019. Okay. Il y a le mur des champions. Hamilton-Vettel, je pense que tout le monde s'en souvient, c'est quand Vettel coupe dans l'herbe et il dépasse Hamilton. Dans le virage 3-4. Exactement, le virage 3-4. Ouais. Ok, 3-4. Il l'accroche. Exactement, ouais. Le mur des champions qui fait qu'il y a toujours quelqu'un qui se crache aux qualifications, soit en pleine course, et qui neutralise le circuit. Comme tu en parlais de l'arrêt au stand, qui est en ligne droite. Donc quand tu arrives sur la ligne des stands, soit tu piles, et il faut piler au bon moment, soit tu te retrouves avec une pénalité parce que tu arrives trop rapidement dans les stands. Moi, ce que j'attends de voir, alors c'est quelque chose qu'on n'en parle pas trop, mais c'est le retour d'Alpine. Okay. On les a vus très bien placés à Monaco. Ce week-end, ils ont fini juste derrière
les Aston, en sachant que Gasly a eu 6 places de pénalité. Donc, il y a le retour de Mercedes. Donc, la petite Aston, si elle ne se bouge pas, l'Alpine peut se retrouver devant. Et ça, je pense que ce sera pas une surprise. Ok, intéressant. Donc, moi, c'est la bataille au milieu donc Aston, Alpine, Mercedes, et puis Ferrari en fonction de lumière des mécaniciens. Donc, le meilleur des autres, la bataille du meilleur des autres, quoi. La bataille du championnat, parce que Red Bull, c'est un championnat, et puis après le reste, c'est vrai. Okay. Ouais, c'est notre compétition. Très bien. Bah, du coup, on va prendre les pronos pour ce Grand Prix du Canada. Le Grand Prix à Montréal. Yo-Yo, je t'écoute pour tes pronos. C'est compliqué, hein. Honnêtement. Verstappen premier, de toute façon, ça ne changera pas. Ok. Sergio Perez deuxième. Et troisième, Lance Stroll. Il est à domicile. Petit cadeau d'Hamilton, d'Alonso qui retient tout le monde. Sur une foule, il déjà pas cadeau en Espagne, donc il lui fait encore un cadeau chez lui. Il retient tout le monde. Et Stroll qui finit troisième pour ce Grand Prix national. Et rappelons, on n'a pas précisé ça, mais la très belle défense de Bottas sur Zhou au Grand Prix de Barcelone, ça a été magnifique parce qu'il a dit justement, c'est lui qui a pris les devants en disant micro, je vais les retenir pour que Zhou parte. En fait, pour la petite histoire, Zhou sort des stands avec des pneus frais. Et du coup, pour profiter du gain de ces pneus frais, il était juste devant Bottas et Bottas a bloqué volontairement, a ralenti un peu le rythme des poursuivants pour laisser permettre à Zhou en 3 tours d'avoir 6 secondes d'avance, ce qui est considérable. Et c'était un beau geste de coéquipier de sa part. Donc toi, tu vois un beau geste de la telle sorte de Alonso. Le deuxième geste, c'est porte ouverte. Enfin, porte fermée. Ok. Ok. Et toi, Alex, pour le Grand Prix du Canada? Bah écoute, je regardais un peu la qualif de l'année dernière. C'était Verstappen, Alonso et Sainz. Et le résultat a été Verstappen, Sainz à 1 seconde de Verstappen et Lewis. Et moi, j'ai envie de dire du coup, premier, Verstappen. Deuxième, Leclerc. Je le remets dans mon classement. J'espère qu'il n'aura pas de pénalité sur la grille tout ça là. Et qu'ils vont pas faire des changements. Et je vais mettre le père Fernando en P3. Parce que là, il a fait une course pas exceptionnelle chez lui, mais il en veut et il aime bien le Canada, le père Fernando. Ok. Intéressant. Et ben moi, je vais pas mettre Verstappen. Question, toi qui es un fan inconditionnel de Williams, penses-tu qu'il y aura Latifi ce week-end-là dans les tribunes du paddock? Ah là là. J'aimerais bien le voir agiter le drapeau à damier. Moi, c'est mon rêve. Voir Latifi comme ça. En fait, en faisant ça, il fait de la réverbération, de la lumière, et ça aveugle un pilote qui se prend dans le... Non, c'est encore pire. Il lâche le drapeau. C'est ça qui va arriver. Vous êtes pas prêts, hein. Ce mec est un fou furieux. Mais il agite le drapeau 3 tours après la fin. Ouais. Ça, j'ai eu peur à un moment au Grand Prix de Monaco de ça. Parce qu'il y a un moment où ils ont donné le drapeau à Tom Holland et il commençait à le tendre alors qu'il restait un tour. Là, ça aurait fait un beau fail. Hein. C'était Christina Aguilera qui l'avait brandi à Abu Dhabi, non? Il restait un tour en plus ou quelque chose comme ça. Ah oui, c'était ça. Il y avait cette histoire-là. Du coup, j'en étais où dans mon prono? Hamilton. En fait, je pense que Verstappen va avoir un problème. Je sais pas pourquoi, mais je pense. Du coup, je vois Hamilton. Je vois un truc un peu inédit, tu vois, un Hamilton, Alonso et Leclerc. Oh. Quoi? J'aurais mis un trio moteur Mercedes à ce moment-là, mais... Non, moi aussi. Ah ouais? Bon, non, let's go. Hein. Mais Leclerc, Dieu bénisse. Non, mais j'aurais mis Russell, mais j'ai envie quand même que Leclerc, déjà, il trouve le problème qu'il y a sur la monoplace, et 2, qu'ils arrivent à le corriger et qu'ils reprennent un peu de points pour revenir sur Sainz, quoi. C'est ça, surtout.
Tout à fait. Donc je fais un peu un 1-2 en mode à l'ancienne et après Leclerc. Voilà. Mais avec Verstappen qui a un problème. Moi je le vois bien taper un mur. Hein. Parce que non mais. Le mur des légendes. Attends. Parce que en fait le truc c'est que je trouve qu'elle a beaucoup de sous-virages de cette voiture. Et là il disait à Barcelone qu'il glissait sur le train arrière. Et le virage, plusieurs virages assez en angle droit côté de Canada, bah, ça va être tendu, tu vois, de faire avec des voitures comme ça. Je sais pas. Et puis au Canada, tu as du vent quand même, tu es sur. Oui, voilà. Et c'est une des voitures qui subit le plus le vent. Effectivement, c'est ce qu'on disait dans un des podcasts. Dès qu'il y a du vent, c'est là où la monoplace est différente. C'est difficile à conduire. Mais bon, est-ce qu'il y aura du vent au Canada? Est-ce qu'il y aura de la pluie? Nous nous retrouvons donc dans 2 semaines. Exactement. Et tu fais le closing de fin. Merci Alex. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix du Canada avec tous ces pronos. Et nous, on se donne rendez-vous dès samedi pour les 24 heures du Mans. Ça va être insane. Grave. Du coup, messieurs, reposez-vous bien. On se revoit samedi matin pour les 24 heures. Et en attendant, on vous fait de gros bisous et rendez-vous pour le débrief du Grand Prix du Canada. Ciao. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode des Sénats de la F1. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager tout autour de vous et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Pour rappel, Les Seigneurs de la F1 est un podcast 100% indépendant créé par des passionnés pour des passionnés ou des gens qui cherchent à en savoir plus sur le sport automobile et plus particulièrement la F1. En attendant, on vous fait de gros bisous et à bientôt.